Les écoutes et tout ça a généré une masse de preuves. Tout ça pour en fait faire plaisir à la Turquie, parce que je sais pas comment ils peuvent s'en sortir en disant que c'est pas pour faire plaisir à la Turquie qu'ils l'ont fait, mais c'est quand même manifeste. Je trouve que c'est interpellant. PKK, Les bombes du PKK/TAC ont fait énormément de morts, aussi parmi les civils. daar bestaat geen twijfel over. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Enige vraag. La question était, est-ce qu'on peut poursuivre ça pour terrorisme? On contorsionne la réalité pour la faire rentrer dans des cadres terroristes. Ça permet aussi en parallèle d'intimider un certain nombre de gens pour leur dire, écoutez, ne vous occupez plus de ce genre de questions, allez vous occuper de votre jardin et ne vous mêlez pas des affaires des grands. Het argument wordt dan nog wel eens door... L'argument de la défense, c'est aussi de dire Het parket heeft toen fait la chasse. le parquet fédéral a fait la chasse De PKK moet bloeden. et il décide, le PKK doit saigner. Dans ce deuxième épisode des Tribulations kurdes, une importante affaire judiciaire belge. En janvier 2020, plus de 10 ans après le début de l'enquête, 41 personnes physiques et morales d'origine kurde sont mises hors de cause. Elles ne sont pas complices de l'organisation terroriste kurde PKK, ou plutôt, le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, n'a pas à être soumis à la législation antiterroriste belge. La plus haute juridiction belge, la Cour de cassation, est la première cour européenne à donner ce verdict. Suite à ce procès, il se murmure dans les couloirs que les lois antiterroristes belges pourraient bien être modifiées et leur champ d'application élargi. Le podcast que vous vous apprêtez à entendre comprend 5 sections, dans lesquelles vous allez découvrir des documents Wikileaks échappés de l'ambassade américaine, un spécialiste de l'immigration de Turquie en Belgique, des avocats de la défense, le procureur fédéral, bien évidemment, sans oublier l'un des principaux inculpés. Section 1. Le PKK ne serait pas une organisation terroriste, puisqu'il est une force armée en guerre contre l'État turc. Le tribunal a dit ils ne peuvent pas être jugés selon les lois antiterroristes, ils doivent être jugés selon les lois de la guerre. Et nous, on veut ça. On veut un procès. Parce qu'alors, la Turquie est aussi une partie. Selma Ben Khelifa, avocate de la défense, me reçoit chez elle derrière la gare de l'Ouest. Elle a derrière elle une grève de la faim en 2013 avec des demandeurs d'asile afghans, et elle défend la famille de Maouda, l'enfant kurde décédé d'une balle policière il y a 2 ans. Chez elle, entre les murs orangés, il reste du café au cas où. Interview. Si on veut discuter de crimes de guerre, nous on a de quoi discuter. Mais la Turquie n'est pas signataire de la Cour pénale internationale, comme les États-Unis, genre nous on fait des guerres mais on ne peut pas nous juger. Nous avons soulevé le problème que ce qui était visé n'était pas un problème de terrorisme. Yann Fermont est aussi avocat de la défense. Son bureau se trouve dans une maison au look très british, Square Ambiorix. L'avocat a derrière lui la défense de la partie civile dans le génocide rwandais et d'autres dossiers kurdes en Belgique. Les dehors coquets de la maison détonnent avec le sérieux et la simplicité des meubles de bureau à l'intérieur. On s'installe en salle de réunion de part et d'autre d'une grande table. Interview. Le conflit entre les Kurdes et l'État turc est en réalité un conflit armé interne à la Turquie. L'importance, c'est que les règles de droit qui s'y appliquent à ce moment-là, c'est le droit de la guerre, donc le droit international humanitaire, et plus le droit antiterroriste. Évidemment, dans une guerre, il y a des actes de guerre légitimes qui sont des actes de violence, mais c'est autre chose que des actes de terrorisme. Onze reactie daarop was... Notre réaction à la décision du 28 janvier a été « Oui, mais Perfect. tu peux quand même parfaitement dire d'une force armée dans un conflit armé, c'est un groupe terroriste. Het conflict zeggen, dit is een terroristische groep. Et voilà finalement Jan Kerkhoffs, procureur dans cette affaire. On est au siège du parquet fédéral, dont les grandes fenêtres donnent sur la venteuse place Poulartz. Jan Kerkhoffs est dynamique,
Bilingue, charismatique, il a traqué les réseaux numériques de Daesh et il est membre de la Cyber Unit de Belgique. C'est bon, il accepte de paraître dans le podcast, ayant tenu à l'écouter d'abord. Interview. Gelet op hetgeen. Hein, tu regardes comment ils se comportent et quels sont leurs objectifs. Hein. Bevolkingsschrik aanjagen. Er is geen enkel legitiem leger. Effrayer la population. Il n'y a pas une armée légitime qui veuille effrayer la population. Dat zij wel degelijk de Turkse bevolking. Et alors, notre thèse a été de montrer que le PKK effraie effectivement la population turque. Hein, des explosions à Antalya, Ankara, dans des zones touristiques. Oui, mais ça, c'est dans la zone du conflit. Er is erkend, ook voor de rechtbanken, dat er... Il a été reconnu aussi par les tribunaux que les bombes du PKK, /TAC, ont fait énormément de morts, aussi parmi les civils. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Daar bestaat geen twijfel over. De TAC, een organisatie die de opeising doet van... C'est une organisation qui commande des attaques pendant lesquelles des gens se font exploser. Vanaf het moment dat het smerig is en vuil... À partir du moment où c'est crasseux, sale et pas sympathique, alors c'est la TAC qui s'en charge. Raadslieden zou het zeggen van... Mais alors, évidemment, si vous dites ça aux membres du PKK comme M. Kartal, ils vont fulminer. Et on a soumis ça au tribunal qui n'a pas tendu l'oreille. Ah bah, enfin si, mais ça a été emballé juridiquement et rejeté. Afgestoten. Waarbij dat wij zeiden... Et là on dit, regarde, de propagandamachine. la machine propagandiste, la machine de recrutement, la machine de blanchiment d'argent et la machine de financement qui se sont cristallisées en Belgique, ce n'est pas sanctionné par le droit humanitaire. Humanitair recht. Selon la loi 141 bis du Code pénal, soit on est une force armée, soit on est un groupe terroriste. Le PKK a été dit force armée par la justice belge selon des critères jurisprudentiels et parce que les liens entre la TAC et le PKK n'étaient pas suffisamment prouvés. Ce que le procureur déplore, c'est qu'il ne peut plus incriminer les activités du PKK en Belgique. La communication du PKK ne peut donc pas être qualifiée de propagande, ni ses récoltes de fonds, d'extorsion de fonds. Section 2. Les principaux motifs d'inculpation. Extorsion de fonds et propagande. Oui, eux voudraient que la simple appartenance suffise. L'organisation est qualifiée terroriste, donc vous avez fait de la propagande pour cette organisation, et ça, que leur télé fait de la propagande pro-PKK, c'est clair. Tu regardes leur télé, tu vois que c'est le romantisme révolutionnaire, la guérilla avec un beau coucher de soleil. Enfin, je veux dire, c'est de la propagande pour la guérilla, oui. Mais si ça suffit à te faire considérer comme terroriste... Si la Belgique veut se débarrasser du PKK, à mon avis, elle devra poursuivre tous les Kurdes. Le spécialiste de l'immigration turque Maziar Kojinyan, chercheur à l'ULB, explique que le PKK a une image désormais relativement positive chez les Kurdes de Belgique. Quant à l'extorsion de fonds du PKK, elle existerait encore, mais ne viserait selon lui plus que des réseaux mafieux. Tout le monde n'est pas dans une perspective communaliste, partageons nos ressources, etc. Il y a quand même aussi des conservateurs ou des capitalistes. Même chez les Kurdes qui n'ont pas de sympathie pour le PKK, on va quand même chercher à un moment, quand on est vraiment acculé, à la défendre, Il représente un peu une opposition forte. Voilà, ça représente quelque chose. Et donc il va y avoir une mobilisation plus grande, parce qu'il va y avoir des récoltes de fonds qui seront de moins en moins dépendants du racket. Ce seront de plus en plus des cotisations volontaires. Alors bien sûr, il y aura toujours une forme de racket
D'ailleurs, la plupart du temps, aujourd'hui, le racket du PKK ne concerne pas le petit épicier du coin ou le racket intervient aussi souvent auprès de milieux mafieux, donc c'est-à-dire des milieux qui ne sont pas politisés, qui sont dans le trafic de stupéfiants ou dans le trafic de main-d'œuvre et qui sont rackettés par le PKK, qui blanchit de l'argent sale pour des motifs politiques. Okay. Ces mêmes milieux mafieux sont aussi indirectement rackettés par la gendarmerie ou par l'armée turque. Section 3. Une enquête d'ampleur européenne. Le PKK versus Daesh. Rappelez-vous, le parquet dit « Une force armée peut aussi être un groupe terroriste ». S'il commet des attentats hors de la zone de conflit, par exemple. Prenez Daesh. Il commettait des attentats terroristes en Europe, tout en étant en guerre en Syrie et en Irak. L'enquête du parquet fédéral a donc couvert toute l'Europe. À ce jour, au Danemark, une annexe de la Roche TV, la télévision kurde dont la base est en Belgique, a été condamnée. En France, des militants ont été jugés pour terrorisme, tandis qu'en Allemagne, d'autres ont été mis hors de cause à ce même sujet. État islamique, Daesh, c'est un groupe terroriste. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? C'est-à-dire, si vous me dites, est-ce que c'est des méchants? Oui, c'est des méchants. Wij hebben met betrekking tot de PKK. Alors, on a démontré, au sujet du PKK, qu'il y a aussi des condamnations pour des faits terroristes, entre autres en Allemagne, en France, mais, disent-ils, il n'est pas assez certain qu'il y ait eu des actes terroristes hors de la zone de conflit. Niet genoeg aangetoond dat dat ook buiten de conflictzone is gebeurd. Daesh, c'est pas difficile de dire que Daesh, ils ont commis des actes terroristes en Europe. Et donc, quand ils nous disent oui, mais il faut comme rappeler que le PKK, si jamais ils commettent un acte terroriste en Europe, on pourra les condamner. Mais évidemment, on a juste dit ils n'ont jamais posé de bombes en Europe. On n'a jamais dit ils peuvent poser des bombes en Europe s'ils ont envie. C'est un truc complètement, c'est un raisonnement qui est complètement inversé. Le dossier contre le PKK en Belgique était le dossier mère contre le PKK, parce que aussi le cœur du PKK en Europe, c'était ici en Belgique. C'était une investigation profonde, mais vraiment profonde. Chaque aspect a été investigué. Ça a résulté dans un dossier de 140 cartons. Partout en Europe, de Danemark jusqu'en Allemagne et France, on a utilisé les preuves pour des convictions terroristes à l'encontre du PKK. Mais dans le pays où on a le dossier mère, voilà, maintenant il y avait apparemment un obstacle juridique pour consolider les preuves devant un tribunal au fond. En Allemagne, c'était des jeunes, pas d'armes, rien du tout, qui sont montés dans un bateau qui fait les croisières touristiques, un petit bateau de croisière touristique, avec un drapeau de Öcalan, Liberté pour Öcalan, et ils ont arraché le micro des mains du capitaine qui disait ici se trouve la cathédrale de Cologne. Ils lui ont arraché le micro pour dire le peuple kurde est en danger et vous ne faites rien pour aider le peuple kurde et c'est super important. Le capitaine du bateau, la victime qui se fait méchamment arracher son micro, il a dit c'était des jeunes plutôt sympas, un peu surexcités, mais bon. L'Allemagne n'a pas qualifié de terroriste. L'Allemagne n'a pas condamné. Si, l'Allemagne a condamné, mais pas pour terrorisme. Greenpeace, ils font la même chose. Hein. En Europe, il n'y a eu que des actions type Greenpeace, des actions de désobéissance civile, d'activisme, mais qui n'ont jamais mis quelqu'un en danger. Il n'y a jamais eu même quelqu'un de blessé, quelqu'un de... rien. Mais Jan Kerkhoffs, le procureur, explique que l'accusation allemande pour coups et blessures a été mise de côté,
Sous prétexte que ce sont des actes qui, une fois de plus, ne peuvent pas être qualifiés de terroristes, tant qu'il n'a pas été prouvé que le PKK était effectivement une organisation terroriste. Et en France, il y a eu des condamnations pour terrorisme. Il y avait des dégradations matérielles dans un journal turc, mais ils ont qualifié de terroriste. Et alors là, nous, on a dit, mais c'est le serpent qui se mord la queue. Comme on ouvre les procès sur base du fait qu'ils sont sur la liste, tant qu'ils seront sur la liste, il y aura des procès, et tant qu'il y aura des procès, ils pourront rester sur la liste. Section 4. Les mesures semi-pénales du contre-terrorisme. L'inclusion d'une organisation sur la liste européenne terroriste est une mesure exceptionnelle, dite semi-pénale, sans contrôle judiciaire préalable. Mais ça, c'est parce que au moment où les législations antiterroristes ont été mises en œuvre, on avait dit que cette liste, c'était uniquement pour pouvoir geler des avoirs, pour pouvoir bloquer des comptes en banque. Il y avait peut-être déjà une liste avant, mais en 2003, quand il y a eu les lois antiterroristes, ils avaient assuré qu'ils ne se baseraient pas sur la liste pour des poursuites pénales. Et nous, quand on avait dit, mais si, c'est beaucoup trop dangereux, ça va permettre des abus, ils avaient dit, mais non, vous êtes parano, on ne fera jamais ça. Alors, le critère principal, c'est qu'il faut, avant qu'une organisation puisse être mise dans la liste européenne, qu'il y ait des décisions nationales. Des décisions de poursuite, des décisions de condamnation ou des décisions similaires. Du moment où on constate qu'il y a une enquête, automatiquement, le Conseil des ministres a le pouvoir d'inclure une organisation. Une autre mesure de contre-terrorisme dite semi-pénale, ce sont les mises sur écoute des suspects. Et si Jan Kerkhoffs et Selma Ben Khalifa s'entendent sur quelque chose, c'est bien qu'il y en a eu énormément dans cette affaire. Les écoutes et tout ça a généré une masse de preuves. Et donc c'était vraiment très pénible parce qu'il y avait énormément de retranscriptions, de discussions complètement absurdes. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Je sais pas. Qu'est-ce que tu as envie, toi? Moi, j'aurais plutôt envie de kefta. Oh non, Dieu, on a déjà mangé des kefta la semaine passée. Ah oui, ils ont dû s'amuser. Hein. Et mais je veux dire, des heures, des semaines, des mois d'écoute. Tout ça pour en fait faire plaisir à la Turquie, parce que je ne sais pas comment ils peuvent s'en sortir en disant que ce n'est pas pour faire plaisir à la Turquie qu'ils l'ont fait, mais c'est quand même manifeste. Je trouve que c'est interpellant. 5e et dernière section. Le rôle de la Turquie. On m'a dit que c'était pas une chose habituelle pour un pays étranger de se constituer partie civile dans ce type de cas. Est-ce que, de votre expérience, c'est quelque chose de plus régulier ou... Ça existe. Oui, c'est pas que ça arrive dans beaucoup de procès pour terrorisme, mais l'État turc est évidemment libre de se porter partie civile. Anton Schotzaerts était également procureur dans ce procès, aux côtés de Jan Kerkhoffs. Comme n'importe qui aurait un certain intérêt. À un certain moment, la Turquie a pris la décision de se porter partie civile en se disant « Ça nous permettra d'échanger des documents sans perdre de temps avec l'administration, la diplomatie, la demande d'assistance juridique, et chaque fois tout devoir traduire. Dan kunnen wij gewoon... wij hebben iets dat wij willen toevoegen aan het gerechtelijk onderzoek. Voilà. Alors, on pourra juste... on a quelque chose qu'on veut ajouter au dossier, voilà. Nous avons demandé que cette constitution de partie civile soit déclarée irrecevable, parce qu'on disait en réalité, l'État turc ici n'intervient pas comme victime, mais comme État, pour en fait y exercer ses fonctions régaliennes de poursuite contre le PKK et non pas pour obtenir l'indemnisation d'un dégât, un bâtiment ou quoi que ce soit. C'est une sorte de deuxième procureur. Il s'achète une place comme une sorte de deuxième procureur dans un procès, alors qu'ils peuvent poursuivre dans leur pays, ils peuvent jouer le procureur dans leur propre pays, mais ils ne peuvent pas venir acheter une place de procureur en se constituant partie civile. La Turquie était en réalité présente dans cette affaire bien avant de se porter partie civile.
un retour en arrière s'impose. Ce procès n'est en fait ni plus ni moins que le résultat de fortes pressions diplomatiques turques et américaines. Des réunions ont été tenues à l'ambassade américaine, à Bruxelles, de 2006 jusqu'à 2009, et quelques mois plus tard, les premières perquisitions avaient lieu. On le sait parce que les comptes rendus de ces réunions ont été publiés sur Wikileaks. L'ambassadeur américain y tient son gouvernement au courant des déclarations des uns et des autres. Il donne des informations factuelles et insère ici et là des commentaires personnels. Écoutez plutôt. 29 mars 2006, note 1. L'ambassade turque à Bruxelles nous a présenté 2 DVD à l'ambassade américaine à Bruxelles de diffusion de Roche TV, la radio kurde basée à Denderleeuw, en Flandre orientale. Ils contiennent, selon les Turcs, des éléments incitant à la violence et à la haine et qui montrent le lien étroit qu'a Roche TV avec le PKK. Les Turcs ont aussi donné le paquet au ministère des Affaires étrangères. Ils espèrent que la Belgique va rouvrir une enquête. Celui que vous venez d'entendre, c'est l'ambassadeur américain. Et c'est aussi la seule personne dont la fonction est donnée. Du reste, les noms des intervenants ont été modifiés et leurs fonctions ne seront pas précisées. Il faut savoir aussi que les comédiens lisent une traduction libre, bien que la plus proche possible du texte original. 11 mai 2006, note 1. Nous avons pu convaincre le ministère des Affaires étrangères, de la Justice et de l'Intérieur d'augmenter leurs mesures contre les activités du PKK en Belgique. Ils nous disent qu'en plus des échanges d'informations, un dialogue plus important faciliterait leurs efforts. Pour répondre à cette demande, nous demandons à Washington d'envoyer une équipe d'officiels spécialisés dans les questions de terrorisme, de contre-terrorisme, l'application de la loi et de renseignement. Désormais, ils seront donc un peu plus nombreux aux réunions. Des agents américains, de la CIA et autres, spécialisés dans l'exportation des politiques antiterroristes, se rendent à Arlois, dans les bureaux de l'ambassade américaine. Note 2. John Campbell, adjoint des États-Unis, a exposé la pensée du gouvernement des États-Unis aux Belges. Nous sommes en train d'essayer d'impliquer d'autres pays de l'Union européenne et de trouver une nouvelle façon de parler du PKK. Pas juste comme une organisation terroriste, mais comme un groupe criminel, organisé et engagé dans une myriade d'activités criminelles au service du terrorisme. Ce sont ces activités que les pays d'accueil pourront poursuivre suivant leurs lois. C'est donc une perspective plus large de ce qui constitue le terrorisme. Note 3. Claude Van der Kriek, adjoint belge, s'est montré coopérant. Le racket et l'extorsion par le PKK est difficile à prouver, mais la loi de 2003 sur l'infraction terroriste a facilité notre combat contre le terrorisme. Et une enquête est ouverte sur la Roche TV pour blanchiment d'argent. C'est un bon signe pour les activités belges contre le PKK. Note 4. John Campbell était satisfait. 27 novembre 2007, note 1. Oliver Riverwood, adjoint américain, a donné le conseil suivant. Le challenge de la Belgique, c'est de faire la balance entre, d'un côté, le droit à la vie privée et principes démocratiques, et de l'autre, la sécurité. Mais les États-Unis ont la même préoccupation. Et nous vous encourageons à reconsidérer votre législation au regard des outils pour investiguer et monter des dossiers contre les personnes suspectées de terrorisme. Je souligne malgré tout les efforts des Belges dans l'instauration de la loi antiterroriste de 2003, dans le choix d'augmenter le budget pour le contre-terrorisme et dans le perfectionnement de leur service de renseignement. Au sujet de la demande belge d'obtenir de meilleures informations de la part de la Turquie, nous demandons à la Turquie de nous aider à aider les Belges. Help us to help them. À la fin des documents Wikileaks, on a l'impression que les tensions ne font que s'accentuer. En 2008,
un membre du parti de Recep Tayyip Erdogan, donc de l'AKP, est même sorti de ses gonds. 25 février 2008, note 1. Un éminent membre de l'AKP a usé d'un langage brutal pour dire que la Belgique sévissait sur la question du terrorisme. Il a insisté sur le fait que la Belgique ne devrait pas s'appuyer sur la séparation des pouvoirs judiciaires et exécutifs pour retenir des actions nécessaires. Selon le ministère des Affaires étrangères turc, le message était le même que celui délivré par la diplomatie turque. Mais ils admettent que le ton et le choix des mots ont été crus. 5 juin 2009, note 1. Les Turcs restent insensibles aux explications des Belges sur l'autorité de la loi. Note 2. Le ministère des Affaires étrangères est régulièrement visité par des diplomates turcs qui l'empressent d'arrêter les leaders kurdes en Belgique. Alain Dries, adjoint belge, a exprimé la chose suivante. Je tiens à expliquer que le système judiciaire belge est indépendant et que les inculpations contre des individus se doivent d'être légales, nuance que je soupçonne d'être parfois oubliée des Turcs. Une visite de haut niveau d'Ankara, il y a un an, s'est avérée brutale et a énervé plusieurs membres du gouvernement belge. Pour calmer ces tensions, des représentants des ministres des Affaires étrangères, de la Justice et de l'Intérieur se sont rendus à Ankara en octobre 2008. Je pense que la Turquie comprend maintenant notre bonne volonté, mais l'autorité de la loi et la liberté d'expression continuent de n'être pas toujours bien acceptées de la part des Turcs. J'admets aussi que nous trouvons certains des renseignements turcs plutôt suspects, en particulier les listes de noms, parmi lesquels se retrouvent ce que nous suspectons de n'être que des opposants au gouvernement turc et des activistes indépendants kurdes qui n'ont commis aucun crime. 14 décembre 2007. Note 1. Le ministère de l'Intérieur belge nous a informé que M. Kartal n'avait que le statut de résident permanent et non celui de réfugié politique, tandis que le ministère des Affaires étrangères nous a indiqué exactement l'inverse. Remzi Kartal était une des personnes les plus directement visées dans cette affaire. C'est un homme d'une 70aine d'années qui, malgré le quiproquo dont il est question, a bien reçu l'asile dans les années 90. Il est un homme politique du point de vue de la défense et un terroriste notoire de celui du parquet. Selon Claude Van der Kreek, Kartal est un réfugié politique. Il a l'asile depuis avril 1995. Il fait partie des parlementaires kurdes qui ont fui la Turquie dans les années 90 et qui ont reçu l'asile de l'Europe pour persécution en Turquie. Je ne sais pas pourquoi l'Intérieur vous a dit ça. Commentaire. Van der Kreek avait l'air embarrassé. Il nous a demandé de ne pas faire part de ces clarifications à nos contacts du ministère de l'Intérieur. Fin des commentaires. Van der Kreek a poursuivi. Je ne sais pas du tout si les informations qu'il a données à l'époque pour avoir l'asile étaient vraies ou non. À ce moment-là, le ministère des Affaires étrangères aura considéré qu'elles l'étaient en tout cas. À ce que je sache, on n'a rien contre Kartal pour l'instant. Il nous faut de la matière pour construire un cas contre le PKK et ses membres. Des preuves qui sont prises dans des affaires criminelles. Nous ne pouvons pas porter les gens en justice sur de piètres évidences. Remzi Kartal a finalement été inculpé dans le procès, entre autres pour extorsion de fonds, avant d'être mis hors de cause en janvier 2020. L'homme vit reclus dans un bâtiment à Bruxelles, dont le grand escalier en ébène dénote avec l'ambiance cheap des meubles et de la déco. Il a porté plainte en 2016 pour menace de mort, 3 ans après qu'une jeune femme kurde inculpée elle aussi dans le procès ait été assassinée. Ils pensent et ils ont quelques informations aussi qu'à ce moment-là, aussi, ils ont des menaces contre eux. Maintenant, vous voulez dire? Oui, maintenant. Vu que là, vous suivez l'actualité, il y a une guerre au Kurdistan, irakien, syrien, Rojava, partout, il y a une guerre très très forte et il dit qu'ils ont quelques informations que ces menaces-là continuent encore.
Il dit c'est pas ma vie, c'est pas comme quand il dit ma vie, c'est pour pouvoir sortir dehors, se promener, se balader. Il dit il y a pas ça, je peux pas. Vous habitez ici dans ce bâtiment? Oui. Vu qu'il peut pas sortir, il dit ici c'est mon prison. Et ça fait combien de temps vous êtes réfugié politique, non? Vous avez le statut de réfugié politique? Siyasi mültecine. İçrasi, çensa mı? De 95, 94. 94, 94, jusqu'à maintenant 1994, ça fait 26 ans. Prenons un tout petit peu de recul. Selon Maziar Kocinian, la coopération turco-belge dans ce type de dossier date des années 90. La gendarmerie belge qui existait encore à l'époque avait signé un accord avec ses homologues turcs. Tous ceux qui étaient susceptibles d'émettre une voix critique par rapport à ce qui se passait en Turquie étaient fichés. Selon le chercheur, incriminer pour terrorisme permet ici de rendre service à la Turquie, mais pas seulement. Le deuxième volet de l'agenda de criminalisation de ces organisations, c'est que c'est un ballon d'essai, c'est-à-dire permettre au parquet fédéral demain de poursuivre comme organisation terroriste n'importe quelle organisation altermondialiste. Un ballon d'essai. Un ballon d'essai, ouais. C'est-à-dire il faut trouver un argument qui permette vraiment de pouvoir condamner plus lourdement la personne que ce que le code pénal permettrait dans une situation normale. D'ailleurs, on poursuit dans ce cadre-là des types dont le seul crime, c'est, je sais pas moi, d'être caméraman pour la télévision qui serait affilié à une organisation terroriste. C'est exactement ce genre de système un peu ubuesque. Ça permet aussi en parallèle d'intimider un certain nombre de gens pour leur dire, écoutez, ne vous occupez plus de ce genre de questions, allez vous occuper de votre jardin, de vos enfants, de vos petits-enfants, et ne vous mêlez pas des affaires des grands. Donc du coup, est-ce qu'on peut dire que ce procès, il a une portée qui dépasse le cas des Kurdes, et qui parle de démocratie ici en Belgique, ouais. En fait, c'est plus une affaire belge qu'une. Enfin, il y a un aspect d'affaire internationale. Ça ne changera pas la politique étrangère de la Belgique. Cette affaire ne va pas changer la politique étrangère, en effet. Le ministre Philippe Goffin, ministre des Affaires étrangères, a été très clair à ce sujet. Mais la question c'est, est-ce que ça va changer la politique intérieure de la Belgique? Voire même son code pénal? Donc la question maintenant, c'est de savoir ce que le politique va faire, évidemment. Si l'article 141 bis continue d'exister ou est supprimé. Et qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Oui, je sais que c'est envisagé. Et s'il est retiré, on aura la possibilité de décider si on poursuit un groupe terroriste, une force armée ou les deux en même temps. Et ça va être rendu possible selon moi, mais c'est une décision politique. Cet épisode des tribulations kurdes touche à sa fin. Un tout grand merci aux amateurs et comédiens qui ont prêté leur voix. Il s'agit donc de Bruce Ellison dans le rôle de l'ambassadeur américain, de Didier Kolfs et de Willy Esterzoon dans celui des adjoints belges, de Rua Brecknack et de John Carew dans la peau des adjoints américains, et de Didier Deneck qui a interprété la traduction du procureur fédéral. Il y a aussi Raouri Launder et Albert de Brouwer qui ont participé aux essais de voix, sans oublier les conseils de montage de Virgile Loiseau et le laborieux travail de mixage de Marc Plouvier.